Deux sujets, les agroéquipements, on avait déjà traité le sujet il y a 2 ans. Là, j'aimerais vous faire juste un focus sur la robotique. Dans les agroéquipements, il y a beaucoup de choses qui bougent actuellement sur ces sujets-là. Et puis un deuxième sujet, j'en parlerai après. On va déjà traiter la robotique dans les agroéquipements. Je vais passer assez vite sur le début, puisqu'on a déjà vu ça il y a quelques temps. La segmentation du secteur autour de la mobilité, d'une part. Manipulation des matières végétales, manipulation d'animaux, les filières d'application, donc les grandes cultures végétales, animales, etc. Et puis bien sûr, un peu de manière transversale, les nouvelles technologies, l'arrivée des capteurs, des logiciels, des drones, on va voir ça en détail. Un marché mondial qui pèse en gros un peu plus de 110 milliards d'euros, porté par plus de la moitié par les tracteurs, les matériels d'espace vert, les matériels de récolte, des marchés de destination essentiellement en Asie, Amérique, Europe, 90% des échanges réalisés par 20 pays, et l'arrivée de nouveaux acteurs sur le secteur, notamment Chine, Inde, Russie, qui trouvent des opportunités de développement, notamment sur le marché européen, qui est un marché mature. Le marché européen qui représente 44 milliards d'euros, dont les principaux marchés sont l'Allemagne, l'Italie, France, Royaume-Uni, Pays-Bas. Du côté de la France, un marché qui pèse un peu plus de 5 milliards d'euros en 2017, en hausse, en légère hausse depuis un an. Beaucoup d'activités à l'export. La France qui tient la 3e place dans la production européenne, avec une production française équivalent à 4,6 milliards d'euros, avec les différents matériels de travail du sol, le transport et manutention, de laiterie, les tracteurs agricoles neufs, matériel d'arrosage, et puis bien sûr tout ce qui tourne autour de l'élevage. La chaîne de valeur, ça je vous l'avais déjà présenté, mais en gros, voilà, les sous-traitants fournisseurs d'une part, les fabricants d'agroéquipements, tractoristes, entreprises intermédiaires, beaucoup de petites entreprises, c'est une majorité qui proposent des équipements spécialisés pour un marché plutôt régional ou national, des entreprises qui sont de plus en plus présentes, start-up notamment, sur les nouvelles technologies, les éditeurs de logiciels qui viennent tous fournir des distributeurs pour les utilisateurs finaux qui peuvent être bien sûr des exploitations agricoles, mais aussi des CUMA, des entreprises du territoire, des collectivités territoriales. Plusieurs enjeux pour l'agriculture, des défis sociaux, environnementaux, économiques. J'aurais pu rajouter sociétaux aussi, c'est-à-dire dans le discours un petit peu ambiant, il y a aussi beaucoup de choses autour de l'agriculteur pollueur, donc il y a beaucoup de défis aussi au niveau sociétal et d'acceptation de l'agriculture dans l'environnement plus global. Beaucoup de mutations en profondeur dans l'industrie agricole aujourd'hui, avec des changements des pratiques agricoles, des changements des systèmes de culture qui sont de plus en plus innovants, multiperformants, l'arrivée des nouvelles technologies, et l'export et le développement de la robotisation qui sont deux leviers principaux de la croissance de la filière. Sur l'export, un potentiel export qui en France qu'on nous annonce encore sous-exploité, vous l'avez déjà présenté à l'époque, mais qui peut se justifier par l'importance du marché intérieur jusqu'ici qui n'incitait pas les entreprises à se développer à l'export, et puis peu d'organisations collectives pour l'export dans la filière. Des marchés en progression, là c'est à nouveau, Royaume-Uni, Russie, Espagne, etc. Pas mal de pays, dont des pays un peu exotiques comme le Turkménistan, qui sont intéressants à surveiller. Alors voilà, la robotique, levier majeur de la croissance mondiale des ventes d'agroéquipements. Axema, le syndicat de la filière, a proposé récemment une vision à 2035 en considérant la robotique avec une progression qui pourrait atteindre 58% des investissements mondiaux en 2035, un marché mondial qui pourrait peser pas loin de 200 milliards de dollars, donc là encore en 2035, 131 en 2016, donc on voit la forte progression dans ce domaine-là. La diffusion des nouvelles technologies dans beaucoup de domaines, l'arrivée des tracteurs autonomes, tout ce qui tourne autour du travail du sol, de la gestion laitière, la protection des cultures, l'arrivée des drones, la gestion du matériel, la gestion des animaux, donc beaucoup de choses qui favorisent l'innovation un petit peu dans tous les domaines. Si on regarde ça un petit peu dans le détail, du côté de la production laitière, on voit l'arrivée de robots à différents niveaux, pour la traite des vaches notamment, avec les systèmes de brosses automatiques pour nettoyage des trayons, des bras
robotique aussi au niveau de la traite, qui permet notamment la localisation qui se fait en mesurant l'étendue d'un signal laser projeté au niveau du crayon, des bras robotisés, des robots pousseurs d'alimentation mobile. Donc c'est un secteur où la robotique est très très dynamique autour de la production laitière. Bien sûr, quand on parle d'agriculture et de robotisation, on ne peut pas passer à côté de la navigation autonome, avec différents, on va dire, systèmes implantés dans le tracteur, donc des véhicules autoguidés, donc des systèmes autostir ou autopilote, guidés par des systèmes GPS en temps réel, des systèmes de pilote automatique. Donc on voit qu'il y a une meilleure pénétration de cette technologie à venir, notamment avec la réduction des coûts des technologies, et notamment des données et des capteurs. Alors voilà, donc des tracteurs de plus en plus autonomes, qu'on voit quand même peut-être une certaine forme de conservatisme paysan qui fait que cette évolution va être, j'allais dire lente, c'est peut-être pas lente, mais en tout cas progressive, où on va passer progressivement des tracteurs maître-esclave, donc avec un tracteur piloté par un tracteur maître, jusqu'au tracteur à conducteur porté entièrement autonome. Donc là, on va pouvoir presque piloter son tracteur directement de sa tablette pour basculer peut-être à moyen terme vers le tracteur autonome sans conducteur et même sans cabine. Là encore, je vous parlais des diminutions des coûts. On voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui évoluent, et notamment à la baisse sur ces technologies. Alors quand on parle de tracteur autonome, mais pourquoi pas imaginer dans un avenir à moyen terme passer, donc là merci le setting pour cette jolie progression qui m'a été proposée. Pourquoi pas demain imaginer des micro-robots directement dans les champs et la disparition des tracteurs. Donc on peut peut-être justement basculer vers une logique de miniaturisation, donc des petites machines agricoles autonomes, des coûts qui vont diminuer pour compenser la baisse de productivité, beaucoup de collecte de données qui vont arriver, d'autres applications en cours comme le désherbage précis. On voit déjà qu'il y a beaucoup de choses du côté des maraîchers dans ce domaine-là. L'enjeu, bien sûr, c'est de sortir le conducteur de l'équation qui pourra entraîner un changement de mentalité. Loin du plus c'est grand, mieux c'est. C'est vrai qu'aujourd'hui, les agriculteurs ont encore aujourd'hui la volonté d'avoir un tracteur plutôt gros, puissant, etc. Toujours lié au conducteur. Donc, fini le tracteur vers l'autonomie des outils. On voit que là, du côté du désherbage, il y a beaucoup de choses qui avancent, notamment du côté de nanotechnologie. On voit aussi l'arrivée de tracteurs comme ici, une technologie qui est une technologie canadienne, où on va avoir comme ça des systèmes autonomes avec un porteur sans cabine qui va venir se jumeler à un outil configuré en conséquence, ou sur un même outil, donc on va pouvoir avoir un semoir ou un pulvérisateur, un rouleau, un transborder. Donc on pourra plugger sur le système l'outil qui sera utile à un moment donné dans l'année. Bien sûr, l'arrivée de la vision artificielle et le désherbage autonome, des tracteurs qui rendent des outils tractés avec vision artificielle, des unités entièrement autonomes de petite taille, donc on y revient, l'autonomie de l'outil sans tracteur. On voit beaucoup de choses là autour du désherbage, la mise au point d'un éclaircissage et d'un désherbage de précision, des engins en stade pour l'instant de prototype ou tout début de commercialisation, et ça bouge très vite, et on voit une véritable accélération sur ces systèmes. Donc voilà, on parle bien sûr d'agriculture d'ultra précision, on parle de travailler au centimètre près, beaucoup d'outils de mesure, de drones, de capteurs plein champ, de systèmes de géolocalisation, démarrage des systèmes hydrauliques et électroniques, des systèmes de guidage automatique pour réduire les chevauchements, des systèmes de pulvérisation pour aller cibler les mauvaises herbes par exemple. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent pour basculer d'une pulvérisation par exemple non sélective au désherbage ultra sélectif. Tout ça est possible grâce à l'explosion des capteurs, qui est facilité aussi par une nouvelle génération d'exploitants connectés. Donc on voit que le niveau d'appropriation des agriculteurs est beaucoup plus fort aujourd'hui. Et puis donc, je vous le disais à l'instant, des systèmes de pulvérisation ponctuelle grâce aux nouveaux capteurs embarqués sur les machines qui permettent de cibler la plante ou les mauvaises herbes bien plus facilement. On voit aussi l'arrivée de capteurs plein champ, donc des capteurs à poste fixe. Et on voit que là, on est encore plutôt au stade du prototypage avec des utilisateurs qui ne semblent pas encore mûrs pour ce type de capteur.
C'était déjà le cas il y a quelques temps, on ne voit pas beaucoup de progression dans ce domaine-là. Par contre, l'arrivée des drones, là, c'est, je trouve, moi, une certaine forme d'accélération dans ce domaine-là. Des drones pour cartographier des données, hein, on y revient, détecter les carences nutritives et affiner la fertilisation, détecter le stress biotique, optimiser l'apport de pesticides, etc. Estimer les rendements agricoles, beaucoup de choses avec les drones et l'utilisation des drones pour l'agriculture. Et puis bien sûr, on en a parlé ce matin, l'intelligence artificielle. On voit la mise en place finalement d'un système avec l'agriculteur qui va être au centre, qui va être collecteur d'informations, et des capteurs qui vont permettre justement d'aller capter en temps réel de l'information sur les cultures, sur les troupeaux. L'arrivée de logiciels d'intelligence artificielle qui vont permettre d'analyser toutes ces données en continu, des données internes mais aussi externes sur la météo, sur les coûts et les disponibilités des intrants, sur des statistiques sur les périodes de maladie, etc. Et donc tout ça pour faciliter les décisions, des actions à mener pour l'agriculteur. Et puis derrière, des machines autonomes qui vont être missionnées par logiciel et qui vont permettre d'exécuter les traitements nécessaires suite à ce qu'aura dit l'intelligence artificielle analysée par l'agriculteur. Voilà pour le premier sujet. Il me reste combien de temps, Claudine ? Faut que je cavale encore plus. Donc le deuxième sujet, l'automobile, avec un focus particulier. Donc ça, c'est une étude qui a fait le setting récemment. Et donc l'idée, c'était un petit peu de vous interpeller sur le sujet ce matin pour voir si ça peut vous intéresser. C'est s'interroger sur l'impact que peut avoir l'arrivée des véhicules électriques et hybrides sur nos marchés et l'impact sur les composants, les nouveaux composants qui vont arriver et ceux qui vont disparaître dans un véhicule et donc du coup, derrière l'impact sur vos usines éventuellement. L'idée, c'était de prendre l'exemple du Japon qui est un petit peu d'avance sur le sujet, en prenant un petit peu deux exemples, un véhicule électrique et un véhicule hybride. Donc le véhicule électrique, la Nissan Leaf, et puis l'hybride plug-in, donc la Prius. Donc la Nissan Leaf, la voici, qui est un des véhicules les plus vendus actuellement au monde en termes de véhicules autonomes tout électriques. 4 grands composants qui le constituent. Le moteur à aimant permanent, donc à courant alternatif triphasé. Le système Power Control Unit qui convertit le courant continu en courant alternatif. Bien sûr, les systèmes de batterie, donc des modules constitués de chacun de 4 piles en forme de feuille. Et puis le chargeur embarqué qui convertit le courant alternatif en provenance de l'extérieur en courant continu. Donc voilà, ça ce sont les 4 grands systèmes. Et on voit que derrière, donc je ne vais pas vous le détailler là, vous pourrez regarder, mais on voit qu'il y a des composants différents qui apparaissent, nouveaux dans le véhicule, donc sur le moteur électrique, sur la transmission électrique, sur l'accumulateur électrique également. Et puis il y a des composants qui disparaissent. Donc on pourra y revenir, mais il y a toute la liste, là je ne vais pas non plus vous le détailler, mais évidemment un certain nombre de choses qui disparaissent, et donc des impacts possibles pour les entreprises qui sont fournisseurs du secteur automobile. On voit que derrière ça, pour ceux qui sont fournisseurs de filtres, par exemple, ou ce genre de choses, il y a évidemment, selon l'évolution du marché, des impacts qui peuvent être très importants sur vos entreprises. Si on regarde du côté du véhicule plug-in rechargeable, donc hybride rechargeable, donc voilà, l'idée c'est quoi? C'est une batterie qui peut être rechargée sur le réseau électrique conventionnel, sur différents types de points de charge, domicile, travail, parking public, voirie, station-service. Donc l'exemple de la Toyota Prius, avec là encore 4 composants essentiellement, 4 composants majeurs. Sur les détails, là encore, le même système Power Control Unit, le moteur alternatif synchrone, un panneau photovoltaïque sur le toit, qui permet donc à la voiture de se recharger en plein air pour emmagasiner l'électricité produite dans la batterie, et puis une batterie de grande capacité nouvellement développée, pour permettre donc l'autonomie du véhicule. Là encore, des composants qui apparaissent et des composants qui disparaissent. Donc en rouge, ceux qui ne sont plus nécessaires, composants tout autour du moteur, donc moteur et réservoir, réduction de la taille et plus besoin de véhicules électriques, composants de groupe motopropulseurs, des transmissions, des composants électriques du moteur, des systèmes qui, pour le coup, qui changent en raison notamment de l'allègement du véhicule, donc tout ce qui tourne autour des matériaux, des équipements de carrosserie, des suspensions et freins,
et puis les nouveaux équipements embarqués, bien sûr tout ce qui tourne autour de l'électronique, des batteries, des turbocompresseurs. Là, un petit détail, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a environ 3000 composants électriques dans un véhicule. Donc on voit qu'il y a des nouveaux enjeux qui apparaissent, certainement des nouveaux acteurs qui vont rentrer dans la danse par l'arrivée du véhicule électrique. Et puis là aussi, je vous laisserai détailler, mais dans le détail, on voit un petit peu, selon le type de véhicule, un véhicule électrique essence ou hybride plug-in, on voit qu'il y a des... Donc les croix, c'est ce qui n'existe plus, et puis les ronds, c'est oui, on en a besoin. On voit qu'il y a quand même derrière ça potentiellement des impacts un petit peu forts pour vos entreprises, selon ce que vous pouvez fabriquer pour le secteur automobile. Donc voilà, électrique ou hybride, une question un petit peu sur l'avenir. Hein. Sur le plan technologique, on voit que pour tout ce qui est des véhicules électriques, on a un mécanisme qui est probablement plus simple, des performances qui dépendent essentiellement de la capacité de la batterie, avec des enjeux autour de l'amélioration de la batterie qui décidera certainement de l'avenir du véhicule électrique. Et dans le même temps, il va falloir que tout ça suive, c'est-à-dire aménager des stations de recharge qui sont indispensables, et on voit que ce n'est pas encore tout à fait le cas en France. Et puis du côté des enjeux autour du véhicule hybride, un fonctionnement qui est à la fois essence et électrique, un équipement moteur essence plus une batterie au lithium, un véhicule qui est essentiellement destiné pour l'instant, on va dire, à la mobilité plutôt urbaine, et donc basculer en essence pour l'autoroute, avec un enjeu qui est important, qui est le prolongement de l'autonomie de son parcours électrique, puisque évidemment, comme je vous le disais à l'instant, pour l'hybride, c'est plutôt quand on est en ville, on utilise l'hybride et on bascule sur l'essence dès qu'on va sur l'autoroute. Voilà, Laurent, est-ce que tu veux compléter sur cette dernière étude? L'idée, je pense que Laurent aimerait savoir si un sujet comme celui-là mériterait d'aller un petit peu plus loin. Est-ce que ce sont des choses qui sont utiles pour vous? Et éventuellement, est-ce que le CETIM est en capacité éventuellement d'aller plus en profondeur sur un sujet comme celui-là, à condition bien sûr que ça puisse vous intéresser? Oui, juste. Non, très vite, juste pour préciser que le travail qu'a présenté Benoît, effectivement, on l'a fait à la demande de certains industriels cotisants au CETIM, fournisseurs d'automobiles évidemment, qui nous ont interpellés en disant est-ce qu'on peut savoir quelles pièces vont disparaître, apparaître, être modifiées dans un véhicule électrique ou hybride par rapport à un véhicule actuel, thermique. Donc vous voyez, la réponse elle est compliquée, hein, et les industriels qui nous ont piloté ce travail-là nous ont dit vous n'avez pas encore été assez loin. Hein, c'est-à-dire qu'il faudrait dire la vis qui est à cet endroit-là, est-ce qu'elle va encore exister ou pas demain. Bon. Pourtant, il y a déjà pas mal de niveaux de détails. Donc, ce qui m'intéresserait, c'est, vous, quel est votre point de vue? Est-ce que le sujet est important? Est-ce qu'on a été assez loin? C'est-à-dire que le document, une fois que vous l'avez entre les mains, est-ce qu'il vous apporte déjà les éléments de réponse à vos questions? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Et si oui, comment? Trop fort, Laurent. C'est peut-être un peu prématuré pour vous pour répondre, parce que de toute façon, vous n'avez pas eu les documents sous les yeux et bien pris le temps de détailler. Donc peut-être que ça peut valoir le coup qu'on revienne à la charge une fois qu'on vous diffusera les documents, pour que vous puissiez revenir avec un questionnement, c'est une proposition, pour pouvoir alimenter la réflexion du CETIM et éventuellement la poursuite des travaux. Oui. Sur le même phénomène de mutation de l'automobile, et à la demande des syndicats de salariés, on travaille au niveau national la cartographie des acteurs qui correspondent à ces changements, c'est-à-dire qu'il y a des bassins d'emploi qui vont être plus impactés que d'autres par la disparition, par exemple, des blocs injecteurs, hein, des entreprises qui fabriquent des pompes ou des injecteurs. Dans certains territoires, pas forcément au Pays de Loire, dans des territoires où il y a peut-être moins d'industrie, moins de densité industrielle, il y a des impacts évidemment sociaux, sociétaux plus élevés qu'ailleurs. C'est en tout cas deux cartes qui pourront être superposées, c'est-à-dire les pièces et les endroits en France où on les fabrique. Voilà, pour aussi travailler derrière des mobilités, voire de la formation continue. Merci Olivier. D'autres remarques, d'autres questions? Merci Benoît pour cette présentation synthétique qui est effectivement menée tambour battant. Pour